Après un mois de disette intime, j'ai raté notre anniversaire. Ma femme, en colère, m'a interpellé. Tu ne m'as pas touché depuis 5 jours, Marissa. Pas un baiser, pas un regard. J'étais debout dans notre suite au Four Seasons, le regard fixé sur ma femme, assise, immobile, sur la chaise longue en velours. Elle avait les jambes croisées comme si nous étions en thérapie de couple, et non pas à peine 10 heures après le début d'un voyage d'anniversaire à $30 000. Son téléphone brillait dans sa main. Elle n'a pas levé les yeux. Je te l'ai dit, Ethan, je suis fatigué. Non, tu m'as dit que tu voulais ça. Tu as supplié pour ce complexe hôtelier, la suite privée, la vue sur l'océan. Alors dis-moi ce qui a changé entre la brochure et maintenant. Elle a soupiré, sans toujours croiser mon regard. Tu fais toujours ça. Faire quoi, Marissa? M'attendre à ce que ma femme agisse comme si elle voulait vraiment être mariée pendant que nous sommes censés célébrer nos vœux. Ça a attiré son attention. Sa tête s'est vivement tournée vers moi, le regard acéré. Tu crois que des vacances effacent l'ardoise? Que tu peux acheter mon affection comme tu achètes tes gadgets et tes options sur Action? Je ne suis pas venu ici pour acheter quoi que ce soit. Je suis venu en espérant que peut-être tu te souviendrais encore comment m'aimer. Elle s'est levée, marchant lentement vers moi, son peignoir en soie flottant comme dans une publicité pour parfum, mais son expression était glaciale. Tu veux de l'amour? Essaie d'être quelqu'un qui mérite d'être aimé. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai construit notre vie à partir de rien. Tu admirais ça avant. Maintenant, je ne suis qu'un distributeur de billets avec une alliance. Elle a eu un rire froid et cassant. S'il te plaît, tu n'as pas construit notre vie. Tu as construit la tienne et supposé que je la décorerais. Je me suis approché. Alors pourquoi rester, Marissa? Pourquoi prendre l'avion jusqu'à Maui si tu as décroché il y a des mois? J'avais besoin d'espace, a-t-elle dit. Et cette suite à 2 chambres. Je l'ai regardée, incapable de parler. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers les portes du balcon, les ouvrant à la volée. Le bruit des vagues déferlantes a rempli la pièce, mais il n'a pas effacé ce qu'elle venait de dire. Je l'ai suivie, m'arrêtant juste avant la balustrade alors qu'elle allumait une cigarette comme si elle était dans un film. Je ne sais même plus qui tu es, ai-je murmuré. Tu n'es pas censé le savoir, a-t-elle dit en soufflant la fumée dans la brise. Tu es trop occupé à jouer au mari de l'année pour tes investisseurs. J'ai secoué la tête. Tu es en colère. D'accord, mais ne prétends pas être irréprochable. J'essaie depuis des mois. C'est toi qui as été le fantôme. Elle s'est retournée vers moi, les yeux brillants. Peut-être que j'en ai eu marre d'essayer. Tu y as déjà pensé? Je ne sais même plus à qui tu envoies des textos toute la nuit. Ne commence pas, alors arrête de cacher ton téléphone comme s'il contenait des secrets. Elle a fait un pas de plus, sa voix basse et dangereuse. Tu veux de l'honnêteté? La voici. J'ai cessé de te vouloir, toi, il y a longtemps, mais je suis resté par commodité, pour les apparences, pour mes propres raisons. Et maintenant? Elle a écrasé sa cigarette sur la balustrade. Maintenant, je décide si cette mascarade vaut encore la peine d'être jouée. Le silence qui a suivi a été la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. L'air entre nous crépitait comme si quelque chose venait de se briser. Et peut-être que c'était le cas. Je me suis retourné, je suis rentré dans la pièce, j'ai attrapé la bouteille de champagne que nous n'avions même pas ouverte et je l'ai laissée tomber dans l'évier. Pas de célébration ce soir, pas de faux semblants, juste un homme dans une suite qu'il avait hâte de quitter, avec une femme qu'il reconnaissait à peine. Le lendemain de la dispute, le complexe hôtelier était encore plus beau, d'une certaine manière. Un ciel clair, le chant des oiseaux porté par la brise, et le Pacifique scintillant comme si de rien n'était. Mais tout n'allait pas bien. Marissa dormait encore, ou faisait semblant. Recroquevillée à l'extrême bord du lit king size, comme si elle risquait de prendre feu si elle me touchait. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai même pas pris mes chaussures. Je me suis simplement glissé dehors et j'ai laissé la porte vitrée se refermer derrière moi. La plage était presque déserte. Juste quelques joggeurs matinaux et des enfants construisant un château de sable trop près de la marée. J'ai marché jusqu'à ce que la musique du complexe s'estompe derrière moi et que les seuls sons restants soient ceux du ressac et des mouettes. C'est là que j'ai entendu « dure matinée ». J'ai regardé et j'ai vu un grand type bronzé appuyé contre une bûche de bois flotter.
La trentaine peut-être, mince et détendu, sirotant un café dans un gobelet en carton comme s'il n'avait nulle part où aller de mieux. Il portait un short de surf et un débardeur noir avec le logo délavé d'un bar sur la poitrine, Kai's Tiki Room. Son badge, si on pouvait l'appeler ainsi, était un gribouillis au marqueur sur un morceau de ruban adhésif blanc collé à la bretelle. On peut dire ça, ai-je marmonné, ne sachant pas pourquoi je m'étais arrêté de marcher. Il a hoché la tête une fois, sans insister, se contentant de siroter. Ta femme, a-t-il demandé presque nonchalamment. Je l'ai étudiée, les bras croisés. Comment vous savez? Kai a haussé les épaules. J'ai vu le même regard sur une douzaine de mecs rien que cette semaine. Lune de miel, anniversaire, second mariage qui essaie de tenir le coup. Cette plage entend tout. J'ai eu un rire sans joie. C'est si évident que ça? Il a pointé mon visage du doigt. Ce n'est pas le regard d'un gars qui a perdu une dispute. C'est le regard d'un type qui ne comprenait même pas pourquoi il se battait. Ça m'a frappé en plein dans la poitrine. Je m'appelle Kai, a-t-il ajouté. Je tiens le bar près du récif, juste après la cabane de paddle. Ethan, ai-je dit, lui serrant la main par habitude. Un gars de la tech, de Seattle. Il a hoché la tête comme si cela expliquait tout. Laisse-moi deviner. Grand voyage, nouveau départ romantique. Sauf qu'elle est froide. Pas en colère, juste partie. Je l'ai regardé en plissant les yeux. Vous êtes aussi voyant à vos heures perdues? Kai a gloussé. Non, je reconnais juste un partenaire qui a décroché quand j'en vois un. Les vagues léchaient nos pieds, la marée se rapprochant. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis assis sur la bûche à côté de lui. Peut-être parce qu'il n'avait pas l'air de quelqu'un qui juge. Peut-être parce que je n'avais pas dit un mot à quiconque ne prétendait pas que c'était encore des vacances. Elle est différente, ai-je dit doucement. Elle était passionnée, fougueuse, maintenant elle parle à peine. Je n'arrête pas de penser que j'ai peut-être tout gâché, ou qu'elle est stressée, mais rien de tout ça n'explique pourquoi elle regarde plus son téléphone que ton visage, a-t-il terminé. Je l'ai dévisagé. Il a haussé un sourcil. J'ai vu ça, mec. Des types bien qui se plient en quatre pour réparer quelque chose qu'ils n'ont pas cassé. Une pause. Puis il a ajouté, tu as déjà pensé qu'elle pourrait te tromper? Les mots m'ont giflé. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je ne dis pas que c'est le cas, a dit Kai d'une voix calme. Mais je vois ça souvent. La froideur, le changement soudain. Ce n'est pas toujours de l'infidélité, mais quand ça l'est, c'est comme ça que ça commence. J'ai ri, mais le son était creux. Non, Marissa ne ferait pas ça. Elle n'est pas comme ça. Kai n'a pas argumenté, il a juste siroté son café à nouveau. Elle t'a demandé de l'espace récemment, a-t-il demandé. Plus de voyages entre filles, des horaires plus longs, des secrets supplémentaires? Ma gorge s'est nouée. Il s'est levé, époussetant le sable de ses mains. Écoute, mec. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'elle a juste besoin d'une thérapie, de sommeil ou d'une pause de la vie de nabab de la tech. Puis il m'a regardé, avec quelque chose de vif dans le regard. Mais si j'ai raison, tu le sauras bientôt. On ne peut pas poursuivre un fantôme indéfiniment avant de réaliser qu'il ne veut pas être attrapé. Il a commencé à repartir vers le complexe, ses pas légers sur le sable. Je suis resté assis là pendant un long moment. La mer s'étendait à l'infini devant moi, trop vaste pour contenir le poids que je sentais monter dans ma poitrine. Et s'il avait raison? Et si la froideur n'était pas due à l'épuisement, mais à la trahison? Et si c'était le cas, qu'est-ce que j'étais censé faire de ça? Seattle nous a accueillis avec un ciel gris et le poids humide de la réalité. Maui ressemblait maintenant à un rêve fiévreux, un endroit où le paradis avait tenté de déguiser une relation en chute libre. Marissa a fait rouler sa valise à l'intérieur comme si elle revenait d'un voyage d'affaires. Pas de chaleur, pas de commentaires sur le voyage, pas même un merci, juste le silence et le léger cliquetis de ses talons sur le parquet. Je l'ai regardé défaire ses valises sans un mot. Ses mouvements étaient secs, mécaniques, comme si elle ne pouvait pas se débarrasser assez vite de l'air hawaïen. Le silence nous a suivis dans la cuisine. J'ai posé les sacs et ouvert le frigo, plus par réflexe que par faim. J'ai réfléchi, a-t-elle dit soudainement, sans lever les yeux de son téléphone. Ma bague est un peu démodée. Je me suis tourné, clignant des yeux. Quoi? Mon alliance.
Elle a tendu la main, faisant tourner le diamant sous la lumière. Je veux dire, elle est bien, mais comparée à ce que les autres femmes portent maintenant, elle est modeste. Je l'ai regardée, attendant la chute de la blague. Elle n'a pas ri. J'ai vu un ensemble en ligne. 5000 $. Pas une folie, juste quelque chose d'élégant. Ce serait un beau merci pour le voyage. Mon estomac s'est noué. Un merci. Elle a haussé les épaules. Tu as dit que tu voulais montrer ta reconnaissance. Je pense que ce serait significatif. Quelque chose a changé en moi. 5000 $ pour une bague que tu as déjà, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Après un voyage où tu m'as à peine parlé. Ne commence pas, a-t-elle marmonné en passant devant moi pour aller à l'évier. Je me suis appuyé contre le comptoir. Marissa, est-ce que tu réalises à quel point tu as été détachée? Elle s'est retournée, les bras croisés. Alors maintenant je suis ingrate et sans amour. C'est à ça qu'on joue. J'ai levé une main. Je n'essaie pas de chercher la dispute. J'essaie de comprendre. Quand sommes-nous devenus cet arrangement commercial? Elle a levé les yeux au ciel. Ethan, si tu te sens en insécurité, dis-le. Ne transforme pas ça en une conférence philosophique sur la connexion. Le mépris m'a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. J'ai fait une blague la semaine dernière, ai-je dit doucement. Sur le fait que la bague pourrait peut-être me valoir un peu d'affection. Tu n'as même pas scié. Elle a scié maintenant, mais lentement. Tu penses que les cadeaux achètent l'intimité? Non, ai-je dit. Je pense qu'ils la suivent habituellement. On fait tout à l'envers. Elle a laissé échapper un soupir qui n'était pas de fatigue. C'était de l'ennui. Je suis désolé de ne pas atteindre ton quota émotionnel, Ethan. Mais si tu commences à mesurer l'amour en minutes passées au lit ou en mots de remerciement, c'est peut-être toi qui as besoin de te recalibrer. Ça m'a fait taire. Non pas parce qu'elle avait raison, mais parce que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ce n'était pas une phase. C'était une personne que je ne connaissais plus. Elle s'est versé un verre de vin et a quitté la pièce comme si elle n'avait pas juste lâché une grenade. Je suis resté seul dans la cuisine, à regarder la machine à glaçons gronder, me demandant comment nous avions pu nous éloigner autant l'un de l'autre sans jamais bouger. Cette nuit-là, je me suis assis sur le balcon, fixant la ligne d'horizon. Les lumières clignotaient comme du morse, et j'imaginais qu'elles essayaient de me dire quelque chose que je ne voulais pas admettre. À l'intérieur, je l'ai entendu rire au téléphone, d'une voix basse et douce. Ce n'était pas pour moi. Et pour la première fois, j'ai arrêté de prétendre que je m'en fichais. C'est un mardi que je me suis retrouvé garé devant le bureau d'un homme dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. Une enseigne détrempée par la pluie au-dessus de la porte indiquait « Colfax Investigation ». Rien de glamour, pas de néon, juste une simple plaque de laiton et une sonnette qui coinçait quand on appuyait dessus. À l'intérieur, l'endroit sentait la vieille moquette et le café brûlé. Un ventilateur de plafond tournait de manière inégale au-dessus de ma tête. Le genre d'endroit où les secrets venaient mourir tranquillement. Une femme d'une cinquantaine d'années, au regard vif et à la coupe au carré encore plus acérée, m'a toisé. Rendez-vous? J'ai hoché la tête. Ethan Conway. Il m'attend. Elle a fait un geste vers le couloir. Première porte à gauche. J'ai pris une profonde inspiration. Chaque pas semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Ma main a hésité sur la poignée de la porte, juste assez longtemps pour me sentir lâche. Puis je suis entré. L'homme derrière le bureau ressemblait exactement à celui qu'on choisirait pour un film. Mince, la quarantaine, un polo délavé. Des yeux de quelqu'un qui en a trop vu mais qui ne sourcille plus. Il s'est levé et m'a tendu la main. Travis Colfax, a-t-il dit. Vous avez le genre de visage de quelqu'un qui n'a pas envie d'être ici. J'ai serré sa main. C'est le cas. Il a indiqué la chaise en face de lui. Personne n'en a jamais envie. Vous voulez un café? Non. Il s'est assis, a ouvert un bloc-notes et a cliqué sur son stylo comme pour le réveiller. Alors, dites-moi. Je l'ai fait. Pas tout. Pas les disputes, ni les silences sur le balcon, ni la façon dont le parfum de Marissa ne sentait plus comme la maison, mais les parties qui comptaient. La froideur, le changement, le silence qui parlait en phrases complètes. La façon dont elle riait quand je n'étais pas dans la pièce. Travis n'a pas interrompu,
il a juste griffonné des notes et posé 2 questions quand je me suis arrêté. Depuis combien de temps, et qu'est-ce qui a changé? Quand je lui ai parlé du voyage à Maui, de la demande de bague et de son soudain changement de comportement, il a hoché la tête lentement. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce schéma. La femme prend ses distances. L'homme se blâme. Puis quelque chose de petit fait pencher la balance. Comme un barman qui me dit qu'elle pourrait me tromper. Il a levé les yeux. Vous avez parlé à quelqu'un? Un local, Kai. Il a dit qu'il avait vu les signes. Le stylo de Colfax s'est arrêté en plein vol. Les locaux ont rarement tort. Surtout ceux qui servent des verres aux touristes. Le silence a rempli l'espace entre nous. Je l'ai rompu. Si c'est le cas, si je ne suis pas fou, je veux des preuves. De vraies preuves. Il n'a pas bronché. Surveillance discrète. Relevé téléphonique. Si vous pouvez me donner assez d'éléments, nous suivrons ses mouvements, surtout quand elle est seule. Je ne veux pas qu'elle soit suivie par des amateurs, ai-je dit. Ça ne peut pas se retourner contre moi. Il a souri faiblement. Vous êtes venu voir la bonne personne, monsieur Conway. Je ne fais pas dans l'amateurisme. Nous avons parlé de logistique, où elle travaillait, où elle faisait ses courses, qui elle voyait. J'ai énuméré ce que je savais, en faisant attention à ne pas laisser ma voix se briser, mais à l'intérieur, ma poitrine brûlait. Ce n'était pas de la rage, pas encore. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant, de la résolution. Alors que je glissais ma carte de crédit sur le bureau la moitié d'avance, comme demandé, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé plus que tout ce que Marissa avait dit. Je n'étais plus simplement méfiant. J'étais préparé. Préparé à la vérité. Préparé aux conséquences, préparé à arrêter de mendier des réponses et à commencer à les exiger. En sortant sous la pluie, je n'ai pas cherché de parapluie. L'eau a trempé mon blazer, mais je m'en fichais. Laissez-la me submerger. Laissez-la me purifier. Laissez-la pleuvoir. Parce que la tempête que j'avais évitée, j'y marchais droit dedans maintenant, les yeux grands ouverts. Tout a commencé avec un petit déjeuner. Un matin, en descendant, j'ai trouvé une odeur de bacon et de cannelle qui flottait dans l'air comme un souvenir auquel je ne faisais pas confiance. Marissa était près de la cuisinière dans un de mes vieux suites d'université, un qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Elle a levé les yeux et a souri ce sourire parfait et pincé de magazine qu'elle réservait aux galas d'entreprise. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose de vrai pour une fois, a-t-elle dit. On a tous les deux été stressés. J'ai hoché la tête, trop fatigué pour contester la performance pour l'instant. Elle a fait glisser une assiette sur le comptoir. Tes préférés. Œufs baveux, toast brûlé sur les bords, juste comme tu les aimes. Ça aurait dû être touchant, voire nostalgique. Mais je n'ai pas bougé, je l'ai juste observé, me demandant qui l'avait coaché pour cette scène. Le timing était suspect. Les œufs étaient parfaits. Trop parfaits. Nous avons mangé dans un silence étrange. Moi, la regardant, elle, faisant semblant de ne pas le remarquer. Entre deux bouchées, elle glissait des questions comme des coupures de papier. De grandes réunions aujourd'hui? As-tu encore pensé à ce voyage à Napa? Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, prendre un week-end et juste déconnecter. Je donnais des réponses courtes. Prudentes. Elle jouait à un jeu. Je n'avais juste pas encore compris les règles. Plus tard cette semaine-là, elle a suggéré une soirée cinéma. Choisie, a-t-elle dit, se blottissant contre moi sur le canapé comme si nous n'avions pas passé les 2 derniers mois à nous tourner autour comme des étrangers dans une maison trop grande pour l'honnêteté. Elle a posé sa tête sur mon épaule à mi-chemin du film. Je ne l'ai pas repoussée, mais je ne me suis pas non plus penché vers elle. Parce que je savais que la chaleur de son contact était empruntée. Répétée. Pas née de l'amour, mais de la peur. Marissa avait toujours été stratégique. Elle savait comment couvrir ses traces, émotionnellement, financièrement, socialement. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Sa douceur venait par vagues, toujours à des moments étranges. Trop d'affection après des jours de silence. Trop de sourires qui n'atteignaient pas tout à fait ses yeux. Un soir, je l'ai surprise debout dans le couloir, fixant son reflet dans le miroir. Elle ne m'a pas vu l'observer. Ses lèvres bougeaient comme si elle répétait quelque chose. Un mensonge, peut-être une confession. Je me suis reculé avant qu'elle ne me remarque,
et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé admettre depuis que le détective avait pris l'affaire. Elle savait que je m'éloignais. Elle pouvait le sentir. Le changement, le silence que j'avais transformé en arme. La distance que j'avais autrefois supplié de combler se dressait maintenant comme un fossé entre nous. Et pour la première fois, ce n'était pas elle qui le voulait là. Ça lui faisait peur. Et les gens comme Marissa ne restent pas tranquillement assis quand ils perdent le contrôle. Ils s'adaptent. Ils charment. Ils manipulent. Mais le charme ne fonctionne pas sur un homme qui a cessé d'espérer. Il ricoche, tombe à plat. À la fin de cette semaine, le contraste dans son comportement était vertigineux, exigeant un jour, tendre le lendemain. Un moment, elle se plaignait que les poubelles n'avaient pas été sorties. L'instant d'après, elle m'envoyait une vieille photo de nous sur la plage, avec la légende « Tu te souviens de ça ?» Oh, je me souvenais. Je me souvenais de tout, y compris de ce que l'on ressentait quand son affection était réelle. Ceci n'était pas réel. C'était un appât. Et plus je jouais l'idiot, plus elle devenait curieuse. J'ai commencé à la surprendre en train de m'observer, non pas avec désir, mais avec calcul, comme si elle essayait de comprendre ce que je cachais. Et elle avait raison. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà donné à Colfax le feu vert pour étendre sa fenêtre de surveillance. Chaque heure qu'elle ne passait pas avec moi, il la suivait. J'avais cessé de demander des réponses. Maintenant, j'attendais juste qu'elle tombe. Ça a commencé par un verre renversé. J'étais assis seul dans un café au bord du lac, juste à l'extérieur de la ville. Le genre d'endroit où le personnel connaissait votre nom à la 3e visite, mais ne posait pas de questions. Je n'étais pas d'humeur à la conversation, juste au calme. Le genre de calme qu'on ne peut pas trouver dans sa propre cuisine quand la confiance est brisée. J'étais à mi-chemin d'une réponse à un email ennuyeux quand c'est arrivé. Oh mon Dieu. Oh non. Je suis tellement désolé. Une éclaboussure soudaine de rouge a trempé ma chemise, chaude et déconcertante. J'ai sursauté sur ma chaise alors que le verre tombait sur la table, le vin pourpre s'infiltrant dans le grain du bois. La jeune serveuse fixait le désordre avec de grands yeux horrifiés, ses cheveux bruns en une tresse désordonnée, son tablier de travers, ses joues rougissant rapidement. S'il vous plaît, je paierai le nettoyage. Je vais chercher le gérant. Je suis vraiment désolé, monsieur. C'est bon, ai-je dit rapidement en me levant, essayant de la rassurer. Ce n'est qu'une chemise. J'ai ruiné des choses plus belles par accident. Elle avait l'air sur le point de pleurer. Non, vraiment. C'est ma première semaine. Je ne peux pas rater ça. Et, ai-je dit, plus doucement maintenant. C'est bon. Je ne vais pas porter plainte pour un verre de merlot. Ça m'a valu un rire tremblant, et j'ai enfin vu son visage clairement. La vingtaine, peut-être. Il y avait quelque chose de doux en elle. D'honnête. Je vais chercher des serviettes, a-t-elle dit en se dépêchant de partir. Je me suis rassis, pressant des serviettes en papier sur la tâche et, pendant quelques minutes, j'ai simplement regardé le lac scintiller au loin. Elle est revenue avec un chiffon humide et un verre de remplacement plein. Offert par la maison. J'ai parlé à ma gérante, elle est raisonnable. J'ai pris le chiffon, j'ai hoché la tête. Merci. Comment vous appelez-vous? Rachel. Ethan. Elle m'a fait un sourire nerveux. Vous êtes sûr que ça va? Mieux maintenant, ai-je dit. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est arrêtée, hésitante. Je sais que c'est déplacé, mais vous aviez l'air de passer une mauvaise journée même avant que je vous renverse du vin dessus. J'ai levé les yeux. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste de l'observation. De l'empathie, peut-être. Disons juste que la vie a été un peu chaotique ces derniers temps. Rachel a hoché la tête comme si elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Eh bien, pour ce que ça vaut, vous gérez le chaos mieux que la plupart des gens. Certains crient. Vous n'avez même pas bronché. Je suppose que je suis habitué aux choses qui se renversent ces derniers temps, ai-je dit. Seulement, d'habitude, ce n'est pas si littéral. Ça la fait sourire à nouveau. Et pas le genre de sourire forcé. Quelque chose de réel est passé entre nous à ce moment-là. Une parcelle de fatigue partagée. La reconnaissance silencieuse que toutes les catastrophes ne sont pas bruyantes. Au cours des semaines suivantes, je me suis retrouvé à y retourner, une fois, puis deux, puis régulièrement. Rachel m'accueillait toujours avec la même douce chaleur.
Elle me demandait si je voulais, comme d'habitude, bien que nous sachions tous les deux que je n'en avais pas encore. Nous parlions. Rien de dramatique, rien de trop personnel au début, mais avec le temps, des détails se sont échappés comme du sable entre les doigts. Son père était malade. Les traitements pour son lymphome coûtaient cher. L'assurance couvrait à peine les bases. Elle faisait des doubles services entre ce café et un emploi à temps partiel dans un magasin de l'autre côté de la ville. Pourtant, elle souriait. Pourtant, elle versait le café comme si c'était important. Je me suis surpris à poser des questions que je n'avais posées à personne depuis des mois. Des vraies. Est-ce que tu dors? As-tu de l'aide? De quoi as-tu besoin? Un soir, après qu'elle ait nettoyé la dernière table et rassemblé ses affaires, j'ai attendu près de la porte. Tu as dit que les coûts du traitement s'accumulaient, ai-je dit. Combien? Elle s'est raidie. C'est beaucoup. Donne-moi un chiffre. Ethan. Rachel. Elle a baissé les yeux sur ses chaussures, la voix basse. 10 000 $ nous donnerait du temps. Stabiliserait ses médicaments. Couvrirait les scanners. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau et je lui ai tendu un chèque. Elle s'est figée. Les larmes sont montées avant même que ses mains ne le fassent. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas un prêt, ai-je dit. Ce n'est pas un piège. Laisse-toi juste aider. Laisse quelqu'un t'aider pour une fois. Elle a regardé le chèque comme s'il pouvait disparaître. Puis elle s'est avancée et m'a serré dans ses bras. Pas fort, pas de manière romantique, juste assez longtemps pour que je me souvienne de ce que l'on ressentait face à une gratitude sincère. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je me suis senti à nouveau humain. Le premier dîner n'était pas prévu. Rachel venait de terminer un long service et semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. J'ai proposé de la raccompagner chez elle, mais nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant tranquille près du lac, un endroit qui servait des pâtes décentes, avec des lumières tamisées et un doux jazz en fond sonore. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Elle n'arrêtait pas de s'excuser pour ses cheveux, son tablier froissé toujours fourré dans son sac. J'essayais de ne pas fixer à quel point elle avait l'air fatiguée, et à quel point elle était toujours belle. Autour de pain à l'ail et de vin rouge, elle s'est à nouveau ouverte, lentement, prudemment, comme quelqu'un qui marche sur de la glace fine. Son père était hospitalisé depuis une semaine maintenant. Les nouveaux médicaments aidaient, mais ils avaient des effets secondaires. Elle jonglait avec la paperasse, les ordonnances et 2 emplois, et avait toujours l'impression de lui faire défaut. Avez-vous déjà l'impression que peu importe ce que vous donnez, a-t-elle dit en traçant le bord de son verre, ce n'est jamais assez? J'ai hoché la tête trop vite. Elle l'a remarqué. Désolé, c'était lourd. Non, ai-je dit. C'est honnête. Je n'ai pas eu ça depuis un moment. Elle a penché la tête, m'étudiant. Vous êtes marié, n'est-ce pas? La question est venue doucement, sans jugement. J'ai dégluti. Je le suis. Pour l'instant. Elle n'a pas insisté, me lançant simplement le genre de regard qui dit « Vous n'avez pas à vous expliquer, mais si jamais vous le voulez, je suis là. » Plus tard, je l'ai raccompagnée à son immeuble, passant devant des lumières de Porsche vacillantes et des trottoirs fissurés. Nous sommes restés silencieux pendant quelques instants. Je ne sais pas ce que c'est, ai-je avoué, mais je ne me suis pas senti vu depuis longtemps. Elle a souri doucement. Ce n'est pas un crime de vouloir être remarqué. Je ne veux juste pas te faire de mal, ai-je dit. Compliquer les choses. Tu mérites mieux que quelqu'un qui traîne ses bagages partout. Rachel a baissé les yeux, puis les a relevés. Vous ne les traînez pas. Vous les portez. C'est différent. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Je ne l'avais pas embrassée, pas touchée, mais quelque chose dans la façon dont elle m'avait regardé est resté dans ma poitrine. Doux, sans prétention, stable. Je n'étais pas habitué à une affection qui ne venait pas avec des conditions, et ça me faisait peur, parce que je savais ce qui allait arriver. Colfax avait appelé cet après-midi-là. Le rapport était presque prêt. Bientôt, j'aurais des réponses. Mais ce soir, j'ai réalisé quelque chose de bien plus dangereux que la trahison. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Et je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance. L'appel est arrivé un jeudi après-midi. La voix de Colfax était aussi calme que d'habitude.
J'ai ce que vous avez demandé. Si vous êtes libre, rejoignez-moi à ce café sur la 6e Main. Une banquette tranquille au fond. Je n'ai pas posé de questions. Pas besoin. Je suis arrivé 15 minutes en avance. Il était déjà là. Un café noir dans une main, un petit dossier manie dans l'autre. Pas de cérémonie, pas de politesse. Juste, ça ne prendra pas longtemps. Je me suis assis. Il a fait glisser le dossier sur la table comme s'il ne pesait rien. Ça aurait pu être une pierre tombale. Je suis resté sobre. Pas de spéculation, juste des faits, des dates, des heures, des photos, des transcriptions. Je l'ai ouvert avec des mains qui, étrangement, ne tremblaient pas. À l'intérieur, des images horodatées, des messages imprimés, des transcriptions audio. Chacun était un boulet de démolition silencieux. Marissa, habillée de manière décontractée, lunettes de soleil sur le nez, entrant et sortant du même garage automobile plusieurs fois au cours des 2 derniers mois. Le même homme à chaque fois. Début de la trentaine, de la graisse sous les ongles, un tatouage stupide sur le cou. Son nom était Logan. Selon Colfax, il n'était pas seulement son mécanicien. Il était tout le reste. Il y avait des photos de riant autour d'un café dans une station-service. Une d'eux dans une voiture, sa main sur sa cuisse, une autre d'eux quittant son appartement vers minuit. Mais ce ne sont pas les photos qui m'ont brisé. C'était la transcription d'une conversation qu'elle avait eue avec une amie lors d'un appel que Colfax avait réussi à enregistrer. Légalement, m'a-t-il assuré. Il pense toujours que tu ne te doutes de rien, a demandé son ami. Marissa a ri. Ethan, s'il te plaît. Il est tellement concentré sur le fait d'être le bon gars. Il ne s'en rendrait même pas compte si je mettais le feu à la maison. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. D'espace. Ce que je fais vraiment, c'est être assis sur 2 chaises. Son ami a ri aussi. Et il a gobé ça comme des soldes. J'ai fermé le dossier. Colfax n'a rien dit. Il m'a juste observé. Professionnel, imperturbable. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est apaisé. Pas de la rage, pas de chagrin, juste de la clarté. Je connaissais enfin la forme de la chose avec laquelle j'avais vécu. Les contours de la trahison, la profondeur de la déconnexion. Marissa n'était pas tombée en désamour. Elle l'avait piétiné. J'ai payé Colfax en espèces, lui laissant un pourboire plus généreux que nécessaire. Il m'a serré la main comme si nous étions des partenaires commerciaux, et d'une certaine manière, nous l'étions. Il avait livré la vérité avec une précision chirurgicale. Dehors, la pluie venait de commencer. Les lampadaires vacillaient alors que le vent se levait, dispersant les feuilles sur le trottoir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis juste resté là un moment, le dossier pressé contre ma poitrine, sentant le poids de chaque mensonge, de chaque mépris, de chaque instant où elle m'avait fait sentir fou de soupçonner quelque chose dont je n'avais jamais eu la preuve, jusqu'à maintenant. Plus tard cette nuit-là, de retour à la maison, je suis passé devant elle sur le canapé. Elle était sur son téléphone, riant faussement à quelque chose que personne n'avait dit. Elle a levé les yeux vers moi brièvement, m'a adressé un vague sourire, et est retournée à son défilement. Je l'ai observée, et pour la première fois de notre mariage, je ne me sentais pas impuissant. Je me sentais calme. Comme si la marée s'était retirée, laissant derrière elle tout ce que j'avais besoin de voir. Notre anniversaire tombait un samedi, 8 ans de mariage. Autrefois, nous passions cette journée avec du vin, des rires et des danses tardives dans la cuisine. Ce soir-là, je n'étais même pas à la maison. J'étais assis en face de Rachel dans un restaurant sur le toit, enveloppé de lumière dorée et de cordes de violon. Elle avait l'air nerveuse, plus à cause de la vue que de moi, et a dit, « Tu es sûr que ce n'est pas trop ?» J'ai souri. Pas du tout. Elle ne savait pas quel jour on était. Cela comptait plus que je ne l'aurais cru. Puis mon téléphone a vibré. Marissa. Bien sûr. Rachel a remarqué le nom mais n'a pas posé de questions. J'ai répondu. Où es-tu? La voix de Marissa était basse, furieuse. C'est notre anniversaire, Ethan. Tu penses sérieusement que m'ignorer est acceptable? J'ai regardé la ligne d'horizon. Calme, certain. Je suis sorti, ai-je dit, en train de fêter ça. Avec qui, a-t-elle lâché? J'ai laissé le silence s'étirer, lent et froid. Avec quelqu'un qui ne ment pas dans le lit à côté de moi tout en couchant avec un mécanicien.
Elle s'est figée à l'autre bout du fil. Je l'ai entendu, la soudaine inspiration. Ethan, attends. De quoi tu parles? Je n'ai pas scié. Je cherche une nouvelle femme, Marissa. Puis j'ai raccroché. Rachel n'a rien demandé, elle m'a juste offert un petit sourire stable, une gentillesse que je ne méritais pas, mais que j'ai acceptée. Plus tard cette nuit-là, j'ai franchi la porte d'entrée et j'ai trouvé Marissa qui attendait, tel un piège tendu. Elle portait la même robe que pour notre 5e anniversaire de mariage. Elle s'était maquillée, avait posé 2 verres de vin sur la table, l'un intact. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Vraiment, ai-je demandé. Cette performance, maintenant? Son visage s'est durci. Tu m'humilies le jour de notre anniversaire et c'est moi qui fais une performance? Tu as commencé le spectacle il y a des mois. J'ai juste finalement acheté un billet. Sa voix s'est élevée. Tu te crois un saint? Que tu peux te faufiler avec une serveuse et revenir en justicier? S'il te plaît, ne fais pas comme si c'était une question de loyauté. C'est une question de vérité, ai-je dit. Et tu m'as nourri de poison avec un sourire. Elle a croisé les bras. Et alors? Tu m'espionnes maintenant. J'ai jeté le dossier Manny sur la table. Il a atterri avec un claquement sec qui l'a fait sursauter. Tu n'as pas été subtil, ai-je dit. Elle l'a ouvert. Son visage n'a pas changé au début, mais au moment où elle a atteint la transcription son rire, sa vantardise elle a cligné des yeux. Puis encore. Ethan, ce n'est pas. C'était une blague. Je me défoulais. Tu sais comment je suis quand je suis. Tu as dit à ton ami que j'étais trop bête pour remarquer si tu mettais le feu à la maison, ai-je lancé. Ce n'était pas se défouler. C'était du mépris. Elle a refermé le dossier brusquement. Alors, quoi maintenant? Tu vas faire une scène? M'enfoncer? Faire exploser ton image publique parfaite? Non, ai-je dit calmement. Je vais laisser la vérité parler d'elle-même. J'ai déjà déposé la demande de divorce. Le contrat de mariage tient. Tu auras ta part. Pas plus. Elle a fait un pas chancelant vers moi. Tu penses que cette serveuse est ta solution? C'est de ça qu'il s'agit en réalité, n'est-ce pas? J'ai ri. Non, Marissa. Il s'agit de moi, qui arrête enfin de mentir. Elle a plissé les yeux. Je t'ai donné des années. Tu m'as donné la commodité et une performance. Non, ai-je dit, je t'ai donné ma loyauté et tu m'as donné Logan. Ça l'a arrêté net. Tu ne l'aimes pas, ai-je ajouté. Tu ne le respectes même pas. Mais tu l'as choisi. Je me suis penché. Alors dis-moi, est-ce que le frisson en valait la peine? Être assis sur 2 chaises, c'était aussi satisfaisant que tu le laissais entendre? Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Pas un seul mot. J'ai attrapé mon manteau. Je resterai à l'hôtel jusqu'à ce que tu déménages. Tu as 1 semaine. Elle ne m'a pas suivi. Elle n'a pas crié. Elle est juste restée là, son maquillage parfait, son mariage en cendres. J'ai quitté la maison plus léger que je ne l'avais été depuis des années. La vérité était un boulet de démolition. Mais je ne m'étais jamais senti aussi libre. Le divorce, quand on y est préparé, est presque décevant de tranquillité. Marissa ne l'a pas contesté. Pas une seule fois. Le contrat de mariage que nous avions signé 8 ans auparavant, quand j'étais fauché et qu'elle était pragmatique, a tenu bon comme une forteresse. Il limitait la pension alimentaire, ne partageait rien que je n'avais pas déjà sécurisé, et lui liait les mains avec l'élégance d'une bonne prévoyance juridique. Elle a emménagé dans un appartement en centre-ville en 2 semaines. Pas d'adieu, pas de dernier plaidoyer dramatique, juste un court email, je transférerai tout courrier restant. Bonne chance. Ça s'est terminé là. Mais les fins ne signifient pas toujours un point final. Et je n'avais pas tout à fait terminé. Il y avait un nom qui me restait en tête. Logan, le mécanicien. L'homme qui avait réussi à convaincre ma femme que se faufiler dans mon dos était plus excitant que de reconstruire la confiance dans notre foyer. Je ne voulais pas de vengeance. Pas exactement. Mais je ne croyais pas non plus que des gens comme lui méritaient de s'en tirer sans rien. Alors, j'ai passé un appel, discret, à un ami dans les acquisitions qui gérait des partenariats automobiles haut de gamme pour l'une des plus grandes entreprises technologiques de Seattle.
J'avais investi dans sa start-up des années auparavant, l'aidant à lancer l'application qui leur avait rapporté des millions. Nous avions dîné 3 semaines plus tôt. Tu te souviens de ce garage à Queen Anne que tu envisageais d'acquérir, lui ai-je demandé. Celui avec les bilans de sécurité douteux, a-t-il répondu. Ouais. Regarde de plus près. Un de leurs gars seniors a un certain schéma. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste fourni quelques faits. Des visites tardives de clients, des travaux non déclarés, des déclarations fiscales douteuses liées à un compte personnel au nom de Logan Fischer. 2 semaines plus tard, Logan avait disparu du garage. Licencié discrètement. Bien que j'ai entendu dire, par des oui-dire, qu'il avait menacé d'intenter une action en justice, mais rien n'a abouti. Et quelques jours après, une enveloppe bon marché sans timbre est apparue à la porte de son appartement. À l'intérieur se trouvait un seul Polaroid, une des photos du dossier de Colfax, celle où lui et Marissa riaient dans la voiture. Au dos, griffonné d'une écriture soignée, j'espère qu'elle en valait la peine. Pour moi, certainement pas, pas de nom, pas d'adresse de retour, juste un message. Je n'en ai jamais parlé à Rachel. Elle n'aurait pas approuvé. Mais ce n'était pas pour elle. C'était pour moi. Un point final à la fin d'une phrase que je n'avais pas écrite, mais que je devais terminer. Après ça, je n'ai pas consulté les réseaux sociaux de Marissa. Je n'ai pas demandé à des amis communs ce qu'elle était devenue, ou si elle et Logan avaient tenu le coup, parce que honnêtement, je m'en fichais. Le jour où le divorce a été finalisé, je suis sorti du palais de justice par un après-midi gris et frais. Mais le froid ne m'a pas atteint. J'avais survécu au mensonge, consumé la trahison, et maintenant, il n'y avait plus de questions en suspens, seulement des commencements. La paix n'est pas arrivée comme un coup de foudre. Elle s'est installée lentement, presque imperceptiblement, comme la lumière du matin à travers d'épais rideaux. 3 mois après le divorce, j'ai déménagé à Bainbridge Island, dans un petit cottage près de l'eau. Rien d'extravagant, juste de l'espace pour respirer. Rachel est passée avec du café ce premier matin. Elle avait pris le ferry avec son père, qui marchait maintenant avec une canne, mais souriait plus facilement qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Elle portait une chemise en flanelle verte, les cheveux attachés lâchement, et avait apporté des scones à la cannelle qu'elle avait fait elle-même. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un avait fait quelque chose pour moi sans rien demander en retour. Ça fait toujours bizarre de ne pas pointer, a-t-elle dit en me tendant la tasse. Mais un bon bizarre. J'ai souri. Le bon bizarre est sous-estimé. Nous nous sommes installés dans un rythme qui n'avait pas besoin d'être défini. Pas de déclaration, pas d'urgence. Certains jours, elle restait tard. D'autres nuits, elle retournait sur le continent pour aider son père à traverser une autre série de traitements. Elle ne m'a pas pressé pour des réponses sur Marissa. Je ne lui ai pas demandé de réparer quoi que ce soit. Mais de temps en temps, quand je lui tendais un café ou que je pliais le linge sans qu'on me le demande, elle s'arrêtait un instant, puis murmurait « merci ». Comme si personne n'avait fait quelque chose de gentil pour elle depuis très, très longtemps. Et à chaque fois, ça me touchait profondément. Pas à cause de ce qui était dit, mais parce que je comprenais enfin la valeur d'être vu. Pas géré, pas impressionné, juste vu. Il y a eu une nuit, fin septembre, où une tempête s'est levée. Le tonnerre a grondé sur la baie et la pluie a frappé les fenêtres en rafale. J'ai trouvé Rachel recroquevillée sur le canapé, à moitié endormie, la tête reposant sur un coussin qu'elle avait acheté lors de notre première sortie pour les courses ensemble. Elle avait l'air paisible d'une manière qui n'avait rien à voir avec le temps et tout à voir avec le silence entre nous. Un silence bienveillant, à l'opposé de ce que j'avais vécu pendant des années. Cette nuit-là, je me suis assis à côté d'elle et j'ai pensé à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que je ne savais pas que j'avais besoin de gagner. Il ne s'agissait pas de trouver quelqu'un de mieux. Il s'agissait de devenir quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui ne mendie pas pour être choisi, quelqu'un qui se choisit lui-même. Enfin. Je reçois encore des emails adressés à M et Madame Conway. Je les supprime sans sourciller. Occasionnellement, je rêve de Marissa. Mais même dans ses rêves, elle est distante. Une silhouette qui s'estompe derrière une vitre. Rachel, par contre, elle est réelle. Ici, chaque fois qu'elle me regarde, ce n'est pas avec possession ou jugement, mais avec une croyance tranquille. Et peut-être que c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Pas un amour parfait, juste un amour honnête. Si vous avez déjà été trahi,
demandez-vous, est-ce que ça vous a brisé ou est-ce que ça vous a ramené à vous-même? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la guérison n'est pas bruyante. Parfois, c'est juste un café chaud et quelqu'un qui murmure « merci » quand on s'y attend le moins. Parce que ça. C'est à ça que ressemble l'amour quand il dit enfin la vérité.